2025, c'était l'année des suites qu'on attendait depuis longtemps et des suites qu'on n'attendait plus, avec bien sûr toute une ribambelle de nouvelles séries. Et je vous cache pas que le top 10 a été très difficile à faire. Jusqu'à encore aujourd'hui, j'ai remodulé des trucs et j'ai changé le classement parce que je n'arrive pas à me décider. J'ai hésité à faire un bilan, mais j'avoue que j'aime bien les tops. Du coup, je me suis forcée à classer tout ça. Il y en avait, c'était un peu évident et d'autres un peu moins. Et je pense que je vais changer d'avis encore jusqu'au montage. En cours de vidéo, j'en profiterai aussi pour vous faire un petit bilan de certaines séries qui ne sont pas dans le top mais dont j'avais quand même envie de dire un mot. C'est parti pour le top 10 des meilleures séries de l'année 2025. Et juste avant de commencer dans ce top 10, j'aimerais parler d'une série qui s'est terminée cette année. J'ai beaucoup hésité à la mettre dedans, mais j'ai trouvé que la saison n'était pas particulièrement qualitative cette année. Pour autant, c'était la saison finale et pour moi, c'est indéniablement une des meilleures séries qui a jamais été faite, donc c'était important pour moi d'en parler. Je veux parler évidemment de The Handmaid's Tale ou La Servante écarlate, qui a eu son ultime saison, la saison 6, ce printemps, et qui nous a offert une conclusion après un sacré paquet d'années, sachant qu'il y a eu 3 ans, il me semble, entre la saison 5 et la saison 6, donc il y avait beaucoup d'attentes et beaucoup de pression sur ce final, comme dans tous les finales de toutes les séries. J'ai trouvé cette saison très en dessous des autres, au point de vue qualitatif, réel. Je trouve que dans les propos, c'est pas qu'on se perdait un peu, c'est que je trouve qu'il y avait des choses qu'on laissait un petit peu à l'abandon et d'autres choses sur lesquelles on se focalisait un peu trop. Et c'est surtout que cette saison, j'ai eu l'impression qu'ils savaient pas trop où aller la moitié de la saison, alors que c'est la saison du grand final. Et elle est assez inégale dans le sens où la première partie de saison, donc vraiment les 5 premiers épisodes, sont vraiment pas terribles et les 5 derniers relèvent l'histoire et ramènent quelque chose de plus qualitatif pour heureusement avoir un final meilleur que le début de saison qui rame un peu. Aussi parce que c'est un peu le temps de toutes les conclusions, donc il y a beaucoup de conversations entre les personnages qui arrivent à ce moment-là, mais j'ai trouvé qu'elles étaient un peu mal amenées. Il y a beaucoup de dialogues que j'ai trouvé un peu trop francs. Ça manquait de subtilité alors que je trouve que c'est un peu le propre de cette série. Et j'ai trouvé que ça manquait de la qualité d'écriture qu'ils nous ont donnée jusqu'ici. Pour autant, même si on a une saison finale qui est très en dessous des autres, je trouve qu'ils réussissent quelque chose d'assez incroyable dans le sens où pour moi ils ont pas trahi leur personnage, ils ont pas trahi leur histoire et ça n'entache pas le reste de la série. C'est pour ça que pour moi c'est important d'en parler cette année parce que oui elle était vraiment moins bien cette saison mais elle était pas catastrophique et même si on aurait aimé quelque chose évidemment à la hauteur du reste de la série, je trouve que ça marche quand même, le final reste satisfaisant et en fin de compte ça fonctionne. C'est étonnant parce qu'on n'est pas loin de ce qui aurait été parfait, du coup ils tapent vraiment un tout petit peu à côté à chaque fois, ce qui est assez frustrant parce qu'on se dit un tout petit réglage et ça aurait changé le truc en beaucoup mieux, mais pour autant ils sont pas à des kilomètres de ce qui aurait été parfait et du coup je trouve que c'est pour ça que ça fonctionne quand même. Et la fin qui finalement en demi-teinte est hyper réaliste et du coup finalement sert ce propos à la base, comme il va y avoir une suite avec les testaments vu que Margaret Atwood a écrit la suite en 2019 il me semble. C'était déjà signé qu'ils allaient adapter la suite. À la base, je me suis dit c'est dommage parce que ça va entacher la série puisque forcément ça va dévier le but. Au final, je trouve que même si forcément on aimerait bien qu'il y ait une résolution sur ce but-là, la fin se range du côté du réalisme et ça marche aussi parce que ça sert le propos et ce côté très réaliste et aussi ce côté très actuel de ce qui se passe en ce moment. Donc au final, cette fin fonctionne et personnellement, elle m'a satisfaite. Je vais éviter de rentrer trop dans les détails, j'aimerais bien faire une vidéo dédiée à cette série à un moment donné. J'aurais voulu la faire cette année parce que du coup, je me suis rematé toute la série après avoir fini la saison 6 et la claque que je me suis prise de la revoir, ça faisait vraiment des années que je voulais la revoir, mais comme elle est très très dure, je trouve que c'est vraiment le genre de série pour lequel il faut être dans le mood à ce moment-là et on n'est jamais trop dans ce mood-là. Mais étonnamment, je trouve que c'est une série qui te donne un peu la rage de te battre et l'espoir que
on peut faire changer les choses. Ce qui est assez étonnant et ce à quoi je m'attendais pas de cette série, mais cette année, je pense que mon revisionnage est tombé pile au bon moment et ça m'a vraiment porté, ça m'a fait du bien. Bref, j'aimerais bien potentiellement la remater et vous faire une vraie vidéo à ce sujet. Je sais pas si ça va se faire, mais en attendant, j'aimerais juste faire l'éloge de cette série qui, pour moi, est une des meilleures séries qui a été faite, et ça malgré sa dernière saison en dessous. L'écriture des personnages est tellement parfaite. Il y a une capacité à écrire des personnages ambigus qui est tellement masterisée. Et c'est fou, en fait, de revoir, tu te rends compte que dès le départ, tous les personnages sont hyper ambigus, on sait pas à qui se fier. Et même tout au long, en fait, on sait jamais trop, les choses peuvent reshifter. Tous les personnages sont hyper charismatiques. Il y a des méchants extraordinaires et des gentils tout aussi extraordinaires, tout en ayant quelque chose d'absolument gris, c'est-à-dire que rien n'est tout noir ou tout blanc, autant au niveau des gentils que des méchants, et c'est ça qui est très appréciable, parce que c'est extrêmement réaliste. Et je trouve que c'est tellement jouissif de voir ces personnages, mais écrits avec une finesse qui est incroyable, et tout au long de la série, elle tape juste à tous les endroits. Je trouve qu'elle est hyper importante, particulièrement vu ce qui se passe en ce moment dans le monde, et c'est important de la voir. Faut pas l'arrêter. Je trouve qu'elle a pas du tout vieilli, elle reste quand même assez récente, il me semble qu'elle date de 2017 si je dis pas de bêtises. Tous les personnages sont charismatiques, l'histoire elle tabasse, le propos il marche de fou. On pourrait croire qu'au fil des 6 saisons, on s'égare un peu du sujet, et pas du tout. Je trouve que ils ont vraiment su se renouveler et c'était pas gagné parce que leur sujet est hyper dur et que sur une longueur comme ça, c'est facile de tourner en rond. Je trouve qu'ils ont réussi à pas faire ça. Je pourrais parler des heures de cette série et là, je reste hyper en surface parce que je veux pas trop spoiler et je veux pas rentrer dans quelque chose qui va prendre toute la vidéo. Bref, j'espère de tout cœur vous refaire une vidéo à un moment donné. Dites-moi si ça vous intéresse. Voilà, ne la ratez pas. Et pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Elle est définitivement dans mon top 3 des meilleures séries ever. Voilà, c'était ma parenthèse sur The Handmaid's Tale qui, j'espère, ne sera pas trop longue. On peut passer au top 10. Numéro 10. Pluribus qui est sorti cette fin d'année sur Apple TV par le showrunner de Breaking Bad et Better Call Saul. C'était une des nouvelles séries les plus attendues cette année et je pense que tout le monde en a entendu parler parce que ça a beaucoup fait parler, tout le monde a adoré. Moi j'ai été plus en demi-teinte dessus, j'ai mis un peu de temps à vraiment apprécier la série. Pour autant elle est hyper qualitative, la réal, le jeu d'acteur, mais surtout le propos et l'ambiance. Elle a été vendue avec une simple phrase: la personne la plus malheureuse du monde se retrouve à devoir sauver le monde du bonheur. Voilà, ça donne un peu l'ambiance. Je pense que si vous l'avez pas vu, vous pouvez y aller sans savoir rien de plus dessus parce que c'est aussi cool de découvrir petit à petit ce qui se passe. Et sinon, l'histoire, c'est que quelque chose fait que l'humanité est soudainement unie dans une conscience collective qui, du coup, règle tous les problèmes, tous les malheurs et fait que tout de coup, l'humanité est très heureuse. Seulement, quelques individus, dont Carole, la personnage principale, n'ont pas été inclus dans cette fusion. On ne sait pas pourquoi. Et ça fait qu'elle se retrouve toute seule quasiment à être face à ces gens qui ont l'air effrayants, mais qui, on comprend vite, sont juste très bienveillants. Et Carole est quelqu'un de très exécrable, de très en colère, très dans le conflit et dans le refus de tout ce qui se passe. Et ensuite, du coup, la suite pour elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Comment elle va gérer cet état des choses? Et est-ce qu'elle va réussir à sauver le monde? Mais surtout, est-ce que le monde a besoin d'être sauvé? Pluribus, c'est très cool pour ça parce que ça pose plein de questions intéressantes. Ça invite à réfléchir sur ce que représente l'individualité, sur ce que représente le collectif, sur des questions de spiritualité, sur l'approche du bonheur. Et aussi, ça fait bien sûr des clins d'œil à l'intelligence artificielle et au côté très lisse et très positif qu'on a l'habitude de voir avec les intelligences artificielles, en opposant un individu hyper désagréable et assez détestable pour représenter l'individualité dans ce côté du coup les plus négatifs et les plus regrettables, on va dire, avec une conscience collective qui est tout sourire, qui résout tous les problèmes, qui est hyper bienveillant, qui est dans l'acceptation, qui est dans une démarche de non-jugement de l'autre et surtout dans quelque chose qui prône l'union et la symbiose et l'amour de l'autre. Finalement, la série ne prend pas exactement position en nous laissant justement naviguer tout au long de la saison sur ok, mais est-ce que c'est ça qui est mieux? Ok, mais finalement, l'individu, est-ce que c'est bien de se perdre là-dedans? Est-ce que finalement, c'est pas mieux de régler tous les problèmes? Et si tout le monde est uni, est-ce que ça nous fait pas avancer vers quelque chose de plus idéal? Et en fin de compte, je trouve que la série réussit à célébrer l'individualité dans ses aspects les plus négatifs. Ses erreurs, ses émotions négatives, son égoïsme, ce côté où finalement il y a la colère et ce truc de se battre toujours contre quelque chose ou quelqu'un. Et je trouve qu'en fait, c'est ouf parce qu'à un moment donné, tu te dis...
Mais en fait, c'est ça d'être humain, et finalement, est-ce que c'est pas aussi ça qui fait la beauté d'être humain? Mais en fin de compte, à chacun de se faire son propre avis. Une série très bien réalisée, avec beaucoup de symbolisme à l'image, qui est très très addictif à décrypter. D'ailleurs, je vous conseille la chaîne de Captain Popcorn qui a décrypté et analysé tous les épisodes qui sont sortis. On a beaucoup reproché le rythme lent de la série. Personnellement, je trouve qu'il est justifié parce qu'il met vraiment en valeur la solitude de Carol et son impuissance, et le fait que quand on est tout seul, c'est très difficile d'atteindre quoi que ce soit et de faire les choses. Et je trouve qu'en fait, ça fait vraiment ressentir la lourdeur aussi de ce qui lui tombe sur les épaules. Et du coup, pour moi, ça aurait complètement changé l'âme de la série si le rythme avait été plus soutenu. Donc pour moi, c'est pas quelque chose d'embêtant, mais par contre, ça va lentement, il y a pas beaucoup de choses qui se passent, mais pour autant, ça fonctionne. Une très bonne série si jamais vous êtes passé à côté, je ne sais pas comment c'est possible, parce que ça n'a fait que de parler de ça cette fin d'année, et bien je vous la conseille fortement. Numéro 9. Common Side Effect, une série d'animation en 10 épisodes de 20 minutes. C'est très efficace, ça se regarde très facilement. Ça raconte l'histoire d'un homme qui découvre un champignon qui guérit toutes les maladies et tous les maux, et qui se retrouve poursuivi par les grandes sociétés pharmaceutiques, le gouvernement, tout un paquet de truands, et on suit tout son parcours pour réussir à pouvoir diffuser ce champignon et réussir à aider l'humanité. C'est évidemment une très bonne critique de notre système de santé actuel, complètement gouverné par l'argent, et ce côté de s'il n'y a plus de malades à soigner, il n'y a plus de médicaments à vendre, et on continue du coup inlassablement d'entretenir les maladies. Le format de 20 minutes, très rapide, très efficace, fait qu'on est tout de suite lancé dans l'action. Au début, on pense que c'est plus un truc assez léger, sur des enchaînements auxquels on peut potentiellement s'attendre à la base, et en fin de compte, on a tout un tas de personnages qui s'ajoutent à l'histoire et qui apportent un point de vue très différent, qui fait qu'à un moment donné, on arrive dans un propos qui nous force à nous poser des questions, parce qu'on n'a pas le côté il y a les méchants, il y a les gentils, il y a quelque chose d'assez nuancé qui est hyper intéressant. Au final, il y a évidemment les mal intentionnés, les bien intentionnés, mais il y a aussi les bien intentionnés qui veulent faire par les mauvais moyens, les mal intentionnés qui peut-être ont des bons moyens, et du coup ça fait que tout ce truc-là devient quelque chose de très chaotique et pose beaucoup de questions, mais surtout nous parle de l'humanité en tant qu'ensemble et en tant que quelque chose au final d'assez difficile à prévoir et surtout à faire évoluer. Au final, ça met en lumière le fait que le système tel qu'il est se marche dessus, et c'est intéressant de voir ça du point de vue de plusieurs personnages et de suivre ça sur un côté presque cartoonesque, dans le côté un peu archétypal de certains personnages et de certaines situations, tout en restant très sérieux avec un propos très pertinent. On retrouve une patte à la Scavenger's Reign parce qu'il y a des gens de cette équipe qui ont travaillé sur Common Side Effect, et du coup c'est très cool de revoir les petits clins d'œil qu'ils ont fait à Scavenger's Reign qui a été annulé malheureusement. Mais si vous faites partie des fans, ça vous fera plaisir de retrouver ces petits clins d'œil dans la série. En tout cas, je vous la conseille, ça se regarde très vite, ça se binge-watch largement en une après-midi. Et puis voilà, on attend la saison 2. Numéro 8. Ensuite, on a Sévrance saison 2 qu'on attendait depuis 3 ans. Quel plaisir de retrouver cette série. Si vous avez raté la saison 1, foncez. Elle est exceptionnelle, le concept, la mise en scène, l'ambiance, il y a quelque chose vraiment de très unique qui se trouve dans Sévrance. C'était très cool de retrouver la saison 2, j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dedans et j'étais un peu en demi-teinte sur cette saison parce qu'elle m'a un peu perdue sur certains aspects. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de storylines qui se perdaient un peu et que par moments on se focalisait sur des choses qui me semblaient pas être primordiales. Pour autant, c'était toujours une claque, visuellement c'est ouf, la mise en scène, la symbolique, l'écriture, le nombre de scènes incroyables qu'il y a dans cette série et tous ces petits aspects hyper étranges qui sont très spécifiques à Sévrance. La saison 2 en était remplie. Tous les épisodes étaient assez différents, on se focalisait vraiment sur quelque chose de particulier dans chaque épisode, ce qui au final a fait un petit peu la patte de cette saison. Au début c'était un peu difficile à se fixer dessus et au final je trouve que c'était chouette. Ça a permis vraiment des épisodes assez coup de poing. Je pense notamment à l'épisode 3 ou 4, j'en dis pas trop plus pour spoiler, mais c'est celui qui se passe à l'extérieur. J'ai adoré l'épisode sur Cobel. Je sais que c'est un des épisodes qui a été le plus détesté, mais personnellement, je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que il permettait de resserrer un petit peu l'intrigue et d'être sur quelque chose de plus concret et de plus linéaire comparé au reste de la saison qui
part assez dans tous les sens. Et du coup, j'ai trouvé que cet épisode permettait vraiment de respirer et il arrivait au bon moment. Donc j'ai vraiment apprécié ça tout en répondant à certaines interrogations qu'on avait. Ce qui est d'ailleurs quelque chose de très délicat dans Sévrance parce que je trouve que vu qu'on est dans quelque chose de très absurde, c'est important pour moi qu'il reste dans cette absurdité. Certes, il y a des choses auxquelles il va falloir répondre, mais concrètement, j'ai eu l'impression que dans la saison 2, ils essayaient un peu trop de donner des réponses et pour moi, c'est pas une très bonne idée parce que forcément, quand il y a des réponses, il y a aussi beaucoup de déception. Et aussi parce que l'identité de Sévrance, c'est vraiment cette absurdité qui, pour moi, doit être à tout prix préservée. Et j'espère vraiment qu'ils vont pas aller dans quelque chose de full explication sur la prochaine saison et qu'ils vont réussir à garder le bon équilibre entre les deux, justement. La mise en scène était incroyable, le jeu d'acteur, le symbolisme à l'image, tout ce qui nous amène est incroyable et c'était un plaisir. Et malgré 2-3 petites choses qui ont pêché cette saison, je trouve que ça reste quand même largement une des meilleures saisons de cette année. Numéro 7. Ok, je vais pas faire l'unanimité avec celle-là. J'ai vraiment hésité de fou de où la mettre dans ce top, mais la réalité c'est que je l'ai vraiment beaucoup aimé, même si j'entends de ouf toutes les critiques. Je parle de The Last of Us saison 2. Vraiment, j'ai passé une saison incroyable, je l'ai trouvée folle. J'ai trop aimé, évidemment l'épisode 2 est pour moi un des meilleurs épisodes qui est sorti cette année. J'ai pris une claque de fou malade, genre vraiment j'ai eu l'impression qu'on était de nouveau devant un épisode de Game of Thrones des plus qualitatifs et ça faisait du bien. Je trouve qu'on était dans un truc hyper stressant. Tout marchait trop bien, il était parfait cet épisode. J'avais très peur que la suite de la saison soit impactée du fait qu'on ait un épisode aussi coup de poing à l'épisode 2. Et finalement, j'ai trouvé qu'il se remettait vachement bien. Je trouve que même le côté lenteur fait sens. Et la suite avec un road trip un peu plus lent, qui prête un peu à la réflexion, mais qui prête aussi à la relation entre Dina et Ellie et un peu tout ça qui se construit. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai adoré regarder chaque épisode. J'ai trouvé qu'ils avaient vachement bien géré toutes les scènes avec Joël qui sont parsemées tout au long de la saison. En revanche, j'ai détesté la fin. Je l'ai trouvée catastrophique. Avant de passer à la partie spoiler, je conclus juste en disant que pour moi, Bella Ramsey a fait une performance incroyable, je la trouve vraiment excellente dans ce rôle. L'actrice qui joue Dina, je la trouve ouf aussi. J'ai trouvé que les deux se contrebalançaient vachement bien et que ça faisait que ça fonctionnait de fou. En revanche, comme je viens d'un point de vue de quelqu'un qui a pas joué au jeu, j'ai pas l'aspect de l'adaptation. Moi, je regarde juste une série et je sais pas ce qu'on en attend. Et c'est pour ça qu'elle m'a autant plu. Et quand j'ai vu après la fin de saison pourquoi les fans ont autant détesté, et du coup forcément des explications qui faisaient la comparaison entre la saison et le jeu, j'ai compris pourquoi les gens détestaient, et en effet, quand j'ai vu de ce point de vue-là, je me suis dit oui, c'est très mal adapté, ils ont complètement trahi leur histoire, ils ont trahi leur personnage, et je comprends que tout le monde ait détesté cette saison. Donc voilà, donc c'est très difficile pour moi de la classer parce que personnellement je l'ai beaucoup appréciée, mais je comprends que du coup en fait on a changé l'histoire des jeux finalement parce que on a trop changé le personnage et son but et son évolution, et du coup ça fait que ça rate pour les fans. Ce que je comprends. Pour autant, je la trouve hyper qualitative. Je trouve que le jeu d'acteur est grave au rendez-vous et que la qualité qu'on a eu dans la saison 1, peut-être pas autant, mais quasiment. Je trouve que c'était vraiment très bien. On va passer à la partie spoiler et je vais parler rapidement du dernier épisode qui pour moi a vraiment gâché la saison parce que c'était pas une fin de saison. Je trouve que cet épisode il est écrit n'importe comment. Il part dans tous les sens. Il y a des scènes qui sont mises à des moments qui ont pas de sens structurellement parlant, et au final le climax, si on peut appeler ça, qui sont vraiment les dernières secondes de l'épisode, n'ont aucun sens en tant que finale de saison. Et le fait de rabattre l'histoire en disant bon bah finalement on vous prépare à ce que la suite va être le point de vue d'Abby sur les 3 derniers jours qui se sont passés, je trouve que c'est nul. Quel échec d'avoir écrit ça comme ça. Pour moi c'est terrible parce qu'ils auraient pu simplement écrire une saison plus longue en ayant les 2 points de vue qui se concentraient, en ayant le côté de Abby et le côté de Ellie, qui aurait fait qu'on aurait beaucoup plus compris l'histoire et qui aurait fait que l'histoire marchait vachement plus. Là pour le coup je suis hyper déçue et je doute que ce soit très rattrapable en saison 3, sachant que si j'ai bien compris, la saison 3 qui en plus va sortir d'ici 2-3 ans va être focalisée entièrement sur Abby. Et là juste me dire on va devoir attendre 3 ans pour passer sur un personnage qu'on n'aime pas, et du coup on est arrêté en plein milieu de l'histoire, il n'y a même pas une conclusion. En fait je trouve qu'il est catastrophique ce final de saison. Bref, du coup j'étais très en colère.
mais je peux pas nier que j'ai adoré le reste de la saison. Donc voilà, je suis curieuse de savoir ce qui va se passer pour la suite, en espérant qu'ils vont relever la barre, mais vu à quel point ils se sont un peu emmêlés les pinceaux vis-à-vis des jeux, je pense que ça va être un peu compliqué. On verra. En attendant, si vous avez joué au jeu, je suis très curieuse d'avoir votre retour et de ce que vous pensez de cette saison, et surtout de ce que vous pensez de ce qu'ils peuvent réussir avec la suite par rapport à la narrative des jeux. Voilà pour The Last of Us. Numéro 6. Families Like Ours, diffusé sur Canal+, en 7 épisodes de 1 heure à peu près, le Danemark décide d'évacuer sa population en vue de la montée progressive du niveau de la mer, et on suit les différents membres d'une même famille qui vont être du coup relocalisés dans différents pays, et évidemment tout ce que cela implique. C'est une série danoise qui est sortie sur Canal+ en janvier. J'ai regardé les premiers épisodes à ce moment-là, et je me suis arrêtée en cours de route. J'ai repris en fin d'année, là il y a quelques semaines j'ai terminé, et j'ai compris pourquoi j'avais arrêté. C'est très badant, ça m'est pas très bien, mais je suis aussi très très contente de l'avoir repris et d'avoir fini, parce que du coup elle a largement sa place dans le top. Je trouve que c'est un sujet hyper intéressant et qu'il est vachement bien abordé. On parle évidemment de l'immigration, en parlant des réfugiés climatiques notamment, et du coup aussi de la crise qui nous attend. Ça nous parle du déracinement à tous les points de vue, de la perte de l'héritage, de la perte de la culture, de la perte des repères, de la perte des racines et de ce qui fait ce qu'on est vraiment, et aussi vraiment ce truc de finalement un petit peu du jour au lendemain, ils se retrouvent à devoir tout abandonner, ce qu'ils ont toujours connu, jusqu'à ce qu'être séparés de certains membres de leur famille qui savent même pas s'ils vont pouvoir revoir, parce qu'il y en a qui sont envoyés dans certains pays, d'autres dans d'autres, parce que tous les pays ne peuvent pas accueillir tout le monde, et on est lancé du coup dans cette course au visa qui est très complexe et qui crée des séparations hyper douloureuses et qui amène les personnages dans des situations dramatiques. En se focalisant principalement sur juste une famille, c'est hyper intéressant de voir tous les sujets qu'on peut aborder sur comment on reconstruit, comment on se remet de ça, comment on survit, comment c'est possible en fait d'accepter quelque chose d'inacceptable et quelque chose de assez inconcevable. C'est hyper dur, vraiment ça m'est pas très bien, mais je trouve qu'il y a une très bonne conclusion, c'est intéressant tout ce que ça aborde, et même si elle est pas toujours facile à regarder, elle se regarde quand même assez rapidement en cet épisode, et ça permet vachement de sensibiliser sur ce sujet qui est un sujet très actuel, et je vous la conseille grandement, c'était une très bonne série. Numéro 5. De retour sur Apple TV, on a eu cette année The Studio qui était hyper fun à regarder. On suit l'histoire d'un gars qui est promis à la tête d'un des plus gros studios de production de cinéma et toutes ses péripéties alors qu'il se heurte à la difficulté de réussir à faire des bons films et la pression commerciale et le côté usine et industrie qui est devenu le cinéma ces dernières années. C'est une comédie et évidemment une satire de l'état actuel du cinéma du point de vue d'une grosse boîte hollywoodienne, là où le désir de faire de l'art se fait écraser par l'argent et l'ego. C'est hyper bien réalisé, c'est super fun, le rythme est effréné, on a une musique qui rappelle beaucoup la musique de Birdman, j'ai trouvé, où il y a quelque chose de très chaotique et on est vraiment dans un truc où on est sans arrêt en train de courir, sans arrêt sous la pression de l'un, de l'autre, de comment faire plaisir à machin, de comment réussir à avoir les fonds pour trucs. Chaque épisode s'amuse aussi à switcher un petit peu de genre pour faire honneur à tous les genres cinématographiques. C'est hyper fun à regarder parce que c'est hyper créatif. Il y a plusieurs épisodes qui jouent aussi avec le plan séquence, notamment un en particulier qui est une scène de film où ils doivent faire un plan séquence et du coup l'épisode est tourné en plan séquence. Il y a beaucoup de caméos d'acteurs et de réalisateurs qui sont hyper drôles parce qu'il y a beaucoup d'autodérision, il y en a beaucoup qui passent pour des gros casse-couilles et du coup c'est super cool de les voir se prêter au jeu. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans au début et je trouve qu'une fois qu'on est lancé c'est juste hyper cool, tous les épisodes s'enchaînent vachement bien. Il y a des épisodes qui m'ont vachement plu, je pense particulièrement à l'épisode sur Sal et Queen qui oppose justement elle qui est jeune et lui qui est plutôt du vieux de la vieille dans l'industrie et du coup il y a vraiment cette opposition entre l'ancienneté et la nouveauté, les anciennes idées, les nouvelles idées, comment tout ça ça se chevauche et comment tout ça ça se rentre dedans. L'épisode de la remise des prix était hilarant, je trouve qu'il n'y a pas d'épisode en trop, elle fait 10 épisodes si je dis pas de bêtises, ils sont tous vraiment très cool. En fin de compte, malgré le côté très satirique, c'est une déclaration d'amour au cinéma en déplorant l'état actuel des choses, mais le tout fait avec beaucoup d'autodérision et finalement un côté très bon enfant et j'ai vraiment adoré, c'était vraiment top. Numéro 4. Adolescence, série en 4 épisodes en plan séquence sur Netflix qui a fait parler d'elle à sa sortie et pendant longtemps après.
et c'était pas pour rien. Quelle masterclass autant dans sa performance filmique que dans son jeu d'acteur ainsi que dans son propos. Ça raconte l'histoire d'un adolescent qui est accusé de meurtre de l'une de ses camarades de classe et on essaye de comprendre ce qui s'est passé et comment ça a pu en arriver là. Adolescence aborde le sujet de la montée du masculinisme particulièrement chez les adolescents et le fait très bien. C'est des sujets malheureusement encore trop peu connus et desquels il faut absolument parler parce que c'est une catastrophe auprès des adolescents particulièrement. Chaque épisode a une identité propre en étant très différent. Le premier épisode est hyper coup de poing, il m'a vachement marqué, je pense que c'est un de mes meilleurs épisodes de cette année. C'est celui où on a la descente des flics pour aller récupérer le gamin et l'amener au commissariat et on est du point de vue de la famille qui est complètement démunie par rapport à ce qui se passe et sous le choc de cette intervention hyper violente et aussi de ne pas comprendre ce qui se passe, pourquoi leur enfant de 13 ans est accusé de meurtre et du coup on les suit jusqu'au commissariat et c'est comme ça que commence la série. Sans trop en dire pour ceux qui n'ont pas vu la série, l'épisode 2 va plus parler de la différence entre le monde adulte et le monde adolescent et à quel point le monde adulte a vraiment du mal à comprendre que les règles sont pas les mêmes chez les adolescents et à quel point on est dépassé par rapport à ça. L'épisode 3 est absolument exceptionnel sur une conversation, quelque chose de beaucoup plus calme qui tranche un peu avec les 2 premiers épisodes mais tout aussi choquant et qui met en relief la déconnexion avec la réalité que provoquent ces idées-là. L'épisode 4 tranche aussi avec les autres où on est resserré plus sur la famille et on voit plutôt l'impact sur les proches et aussi sur ce que ça a eu en tant qu'événement médiatisé et du coup l'opinion publique et qui nous permet aussi de recentrer sur le bilan de tout ça et le bilan que la famille peut en faire avec le comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment c'est possible qu'on en arrive là. Le fait qu'on soit sur une famille très normale et on parle beaucoup de c'était un bon père, c'était des bons parents, en plus il y avait une sœur dans la famille, c'est hyper important pour bien comprendre le sujet et aussi le cerner et aussi voir qu'en fait il est souvent à des endroits où on l'attend pas du tout. Je trouve qu'ils font ça très bien et ça sensibilise vraiment pour pouvoir à l'avenir désamorcer ce genre de situation et surtout pour savoir qu'on peut les trouver partout. La série a vachement fait parler d'elle quand elle est sortie, au point qu'elle est diffusée maintenant dans les écoles en Angleterre justement pour parler de ce sujet. Elle a été diffusée surtout pour parler aux jeunes, pour adresser le sujet, pour pouvoir donner un point de départ et ouvrir la discussion. Ça a été en discussion de si ça allait être diffusé en France, je crois qu'au final ça a été accepté. Je pense que c'est une série importante à regarder, pas tant pour les jeunes mais plus pour la famille, pour les parents, pour les personnes qui du coup sont un petit peu désinformées à ce sujet, plus que les jeunes eux-mêmes. Parce qu'au final c'est les parents qui peuvent changer quelque chose. Le seul petit truc que je peux reprocher c'est que je trouve qu'en fin de compte le sujet il est tellement pas abordé frontalement que les gens qui connaissent pas le sujet ils peuvent passer à côté et c'est un peu dommage parce que c'est justement à eux qu'est destinée la série. Mais à part ça c'est bien qu'elle ait autant marché parce qu'au moins le sujet peut enfin être abordé et discuté. Une série très importante et extrêmement qualitative. Ok, avant le top 3, faisons un petit bilan des autres séries qui ont fait l'année 2025. J'aimerais parler de Faux voisins, vrais amis. C'est pas ça. Vrais amis? Non, vrais voisins, faux amis. J'aimerais parler de Je vais parler de Vrais voisins, faux amis, qui était une série Apple TV très efficace. C'est l'histoire d'un gars hyper riche qui se fait quitter par sa femme, qui perd son taf, qui perd sa réputation et il y a un enchaînement de galères qui fait qu'il se retrouve à voler ses voisins pour se faire de la thune. Et j'ai trouvé que c'était très cool. J'ai vraiment beaucoup aimé cette série. J'ai trouvé ça hyper catchy. Ça invente rien, il y a rien de nouveau, on me propose pas un truc de fou, mais ça se regarde vachement facilement, c'est hyper divertissant. La narration fait que tu glisses vraiment dans l'histoire et que du coup t'as vraiment juste envie de savoir la suite. Voilà, c'était très cool, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. C'était sur Apple TV, au cas où je l'ai pas déjà dit. Ensuite, dans le genre petite série efficace, on a eu Lost Boys and Ferris, que j'ai beaucoup aimé, qui est en 3 épisodes sur Arte, il me semble. C'est l'histoire de 2 pères homosexuels qui se lancent dans un processus pour adopter et qui du coup sont lancés dans beaucoup de questionnements, de retour sur soi, de retour des traumas, des blessures. Ça parle de l'adoption en parlant vraiment de la famille sous plusieurs aspects différents que j'ai trouvé très beau et très juste dans la manière dont c'était abordé. C'est très touchant, c'est hyper émotionnel, il y a que 3 épisodes mais vraiment ça vous fait passer par toutes les émotions. Excellente série. Ensuite on a aussi Querer, une série espagnole en 4 épisodes qui suit l'histoire d'une femme qui porte plainte pour 30 ans de violence conjugale de la part de son mari. On suit l'histoire de comment cette nouvelle va être prise par les différents membres de la famille, par l'entourage. On va suivre aussi le parcours de cette femme à travers le côté judiciaire
et aussi à travers ses relations avec ses enfants. C'est abordé avec une mise en scène très sobre qui du coup a un regard très brut sur la situation et sur tous les événements qui arrivent après. C'était vraiment très bien. J'ai pas lancé la caméra pour cette petite partie-là. Donc à la place, vous aurez des images. On a eu aussi Dying for Sex qui était très bien, qui explore le parcours d'une femme qui a un cancer et qui du coup est en fin de vie et va chercher à avoir un orgasme puisqu'elle en a jamais eu de sa vie. On a un ton léger même si on parle de choses forcément très lourdes et tout ça du point de vue de l'amitié entre cette femme et sa meilleure amie qui va s'occuper d'elle jusqu'à la fin de sa vie. C'est très fun, c'est intéressant, il y a une manière assez délicate d'aborder certains sujets liés à la mort et à ce qui attend avant la mort sous un aspect un peu plus fun et plus léger à certains moments. Très très cool. Sur la suite des séries, on a eu aussi The Diplomat saison 3 qui était très cool, mais je l'ai trouvé assez inégal. J'ai trouvé que le début de saison était vraiment bien. Les 3 premiers épisodes étaient très égaux aux 2 autres saisons et je trouve qu'on se perdait un petit peu au milieu de saison. On savait plus trop quoi faire du personnage principal. Je trouve que les relations amoureuses ont pris trop de place au point que c'était plus très logique ce qui se passait. Par contre, je trouve que la fin de saison et le climax relancent bien la série et retrouvent le peps de ce qu'on connaît de The Diplomat. Donc c'était très cool aussi. On a eu la saison 3 de The White Lotus que j'ai beaucoup aimé. C'était très cool de vivre ça au jour le jour. Les 2 premières saisons, je les avais regardées en retard. Je crois que j'ai enfin compris l'âme et le but de The White Lotus et c'était très cool. On a eu The Foundation saison 3 qui pour le coup était assez décevante. J'ai trouvé qu'elle était très plate et qu'en fin de compte, tous les événements qui se passaient pour des non-événements. C'était pas très marquant. Les scènes importantes, elles passaient un petit peu à la trappe et du coup j'étais un peu déçue de cette saison. J'espère qu'ils vont relever le truc à la saison 4. Et on a eu aussi le retour de Alice in Borderland pour sa 3e et ultime saison et c'était une catastrophe, c'était une déception. C'est pas grave, je trouve qu'on a eu 2 très bonnes saisons avec une conclusion à la fin de la saison 2. On s'y attendait un peu quand on a vu venir les premières images de la bande-annonce et qu'on a compris sur quelle partie ça allait axé. Voilà, ça m'a tellement énervé à la fin que j'ai eu envie de boycotter Netflix, j'ai trouvé qu'on se foutait vraiment de notre gueule. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Au moins on a eu 2 saisons qui étaient satisfaisantes et personnellement ça me convient. Voilà pour le bilan des autres séries. Et dernière parenthèse sur quelque chose qui n'est pas une série mais ça reste de l'ordre de la fiction et ça m'a vraiment marqué cette année donc j'avais envie d'en parler quand même un tout petit peu. C'est évidemment Clair Obscur que j'ai trouvé absolument exceptionnel et qui a eu de loin la meilleure BO cette année. J'ai trouvé la musique absolument incroyable, l'histoire incroyable et les fins fascinantes, autant dans le débat qu'elle provoque que dans les émotions hyper dures qu'elle suscite. Donc voilà, j'ai vraiment adoré Clair Obscur, c'était trop bien. Voilà, on en a fini pour ce petit bilan de l'année 2025. On va passer au top 3. Numéro 3. Empathie, série québécoise que j'avais pas vu venir du tout. On en a beaucoup parlé, ils ont fait beaucoup de pubs dessus. Elle m'attirait pas du tout, je trouvais que la bande-annonce donnait pas particulièrement envie et je suis très contente de l'avoir tenté quand même. C'était de loin mon coup de cœur de l'année, je l'ai vraiment adoré. On parle de sujets assez durs et il y a des moments assez violents émotionnellement. C'est peut-être un grand mot, mais pour autant je trouve qu'elle a une atmosphère qui fait que c'est un cocon. On se sent vraiment pris par la main et les 10 épisodes ils passent hyper rapidement parce qu'on est enfermé dans ce petit monde qui, malgré sa difficulté, est quand même entouré de bienveillance et de beaucoup de compassion et je trouve que ça fait vraiment du bien comme série. Ça raconte l'histoire de Suzanne qui, après 2 ans d'arrêt, reprend un travail dans une unité psychiatrique carcérale et du coup on la suit prendre ce nouveau taf et juste naviguer à travers les péripéties du quotidien. Ça traite du coup évidemment du sujet des maladies mentales et aussi des gens un peu oubliés par le système et ça parle avec justesse du deuil, des traumas, de la reconstruction, de ce qu'il y a après que les choses soient dévastées. Ça donne beaucoup d'espoir aux choses qui semblent être terminées parce que ça accueille le tout avec beaucoup de neutralité et une approche dans le non-jugement qui fait vraiment beaucoup de bien, autant aux patients qu'aux spectateurs. On traite évidemment des patients, mais on traite aussi de la dynamique entre le personnel qui est très cool, et des 2 personnages principaux, donc Suzanne et Mortimer, qui est la personne qui l'accompagne, qui est un peu la sécurité pour elle dans l'hôpital pour qu'il lui arrive rien. Le tout est magnifiquement orchestré par une réalisation vraiment très douce, très poétique. Je trouve qu'on retrouve beaucoup de choses à la Xavier Dolan, je sais pas si c'est quelque chose de très québécois au final, mais dans l'utilisation de la musique et même dans l'utilisation des
des flashbacks. J'ai trouvé que ça s'apparentait beaucoup à ce style-là et c'était hyper satisfaisant de pouvoir revoir ça dans une atmosphère un peu plus douce, mais avec des sujets toujours aussi poignants et difficiles. On a aussi l'utilisation d'une métaphore tout le long de l'histoire avec la danseuse que j'ai trouvé magnifique. Il y a une scène absolument fabuleuse d'une femme qui à un moment donné est dans une cellule, j'en dis pas trop, mais vous penserez à moi si vous la regardez, que j'ai trouvé vraiment très belle et très poignante. Le jeu d'acteur, pareil, il est incroyable. Il y a certains patients, je me suis demandé si c'était des acteurs tellement c'était bluffant. C'est beau, ça fait du bien, c'est important qu'on parle de ces sujets-là. Ils le font avec tellement de justesse, vraiment empathie, c'était incroyable. C'était tellement un cocon, j'aurais pu regarder 50 épisodes de cette série, même si à des moments on te parle vraiment de trucs super durs. Je trouve que t'es dedans et ça te fait du bien quand même. Et ouais, ne la ratez pas. Numéro 2. Ensuite, on a Bref, saison 2, qui avait été une grosse claque en début d'année et qui avait fait vraiment l'unanimité. On reprend l'histoire 15 ans plus tard, où le personnage principal arrive à la quarantaine et se rend compte que rien n'a changé, et du coup, c'est le moment de prendre ses responsabilités, de regarder ce qui va pas et de se remettre en mouvement. Elle était incroyable, cette saison de Bref. Elle était tellement créative, c'était fait avec tellement d'ingéniosité, c'était beau. 6 épisodes de 30 à 40 minutes qui tapent juste à tous les endroits. Ça nous fait rire, ça nous fait pleurer, ça aborde encore les sujets du quotidien avec une poésie et une beauté qui font vraiment du bien. Il y a tellement d'espoir en fait dans cette saison 2 de Bref. Je trouve qu'elle est hyper inspirante, elle te donne vraiment envie d'avancer, elle te donne vraiment envie de changer, avec vraiment cet espoir que c'est jamais trop tard de se remettre à vivre. Et oh là là, qu'est-ce que c'était beau. La mise en scène hyper surprenante, le changement de format qui marche vachement bien parce que ça redonne un souffle à la série, ça permet un développement de personnage qui est beaucoup plus pertinent, qui est beaucoup plus profond. Tout ça en n'en faisant pas trop parce que finalement ces 6 épisodes, ils sont suffisants. C'est tout ce qu'on a besoin, l'histoire est racontée et juste, c'est impeccable, c'était trop bien. Je vais éviter de faire trop de redites parce que j'avais fait une vidéo justement consacrée à cette saison 2, je vous invite à aller la regarder sur la chaîne si vous l'avez pas vue. Et maintenant on va passer au top 1. Numéro 1. The Twisted Tale of Amanda Knox sur Disney+. C'était incroyable. Personne n'en a parlé, elle est passée à la trappe. J'ai pas compris pourquoi. J'ai pas voulu me spoiler en regardant les critiques ou quoi que ce soit avant d'avoir fini la série. J'ai bien fait, mais c'est trop triste que personne l'ait vue parce qu'elle était vraiment incroyable. On suit l'histoire d'une jeune fille qui part faire ses études en Italie, une jeune américaine, et qui se retrouve incarcérée pour un meurtre qu'elle a pas commis. Et on suit l'histoire dès son arrivée en Italie jusqu'à tout ce qui s'est passé après. J'en dis pas plus, vaut mieux en savoir pas trop en se lançant dans l'histoire. C'est tiré de l'histoire vraie de Amanda Knox. Personnellement, je connaissais pas du tout l'histoire, donc j'étais pas trop spoilée parce que je savais pas dans quoi on s'embarquait. Là, elle nous propose elle-même son point de vue des événements et c'est super bien écrit, c'est super bien réalisé, c'est incroyable. Émotionnellement, ça te tabasse. J'ai passé vraiment ces semaines-là dans le mal à cause de cette série. Heureusement, il n'y avait qu'un épisode par semaine, c'était amplement suffisant parce que vraiment, ça te foutait trop mal. En fait, c'est hyper rageant tout ce qui se passe. Il y a une vraie DA avec la réal qui te happe dans le côté petit village italien. Il y a un petit côté à la Amélie Poulain qui a une petite histoire dans l'histoire. La narration est hyper prenante parce qu'elle est hyper subjective, ce qui fait qu'on est très impliqué, on est tout de suite dans la tête de Amanda, on est tout de suite de son côté, on voit vraiment les choses de son point de vue. Ça met en relief à quel point le système judiciaire et policier est complètement défaillant et à quel point il est juste obnubilé à trouver un coupable plutôt que trouver la vérité. Et ça fout vraiment le seum tout le long de la série. En plus, elle parle aussi des spécificités du système judiciaire italien qui est hyper complexe et aussi l'histoire nous montre aussi la place de la religion qui est encore très présente en Italie et qui du coup impacte aussi les événements qui lui arrivent. Et il y a vraiment un acharnement sur elle qui est complètement injustifié et qui est effrayant en fait vu l'ampleur que l'histoire prend. Et on suit juste cette petite meuf qui se retrouve balancée dans une histoire beaucoup plus grande qu'elle et qui se fait broyer par ce système. J'ai adoré les personnages, je trouve que le personnage d'Amanda est hyper inspirant. En fait, elle a une force qui lui permet de tenir malgré tout ce qui se passe et ça te redonne un peu de l'espoir parce que vraiment, il y a plein de moments où elle aurait pu sombrer et où malgré tout, elle se relève et j'ai trouvé ça hyper touchant. Surtout qu'en plus, pendant un long moment, en fait, elle a vraiment sa foi dans le système. Du coup, elle se dit « Non mais c'est une erreur, de toute façon, ils vont comprendre, ça va marcher, je vais être innocentée, il y aura pas de problème. » Et vraiment, pendant longtemps, elle reste avec sa foi en ce système qui en a rien à faire d'elle
Et ça met vraiment la rage. On voit aussi les personnages tout autour, donc sa famille et aussi Rafa qui est du coup son copain de l'époque qui est accusé avec elle. Et toutes ces personnes qui au final sont aussi des victimes collatérales de ce qui s'est passé. Je vous ai parlé déjà de 2 de mes épisodes préférés cette année et dans Amanda Knox, il y en a 2 autres que j'ai trouvé absolument phénoménales. Je parle de l'épisode 5 qui est sur le point de vue de Rafa, qui pose vraiment beaucoup de questions par rapport à l'honneur, par rapport à quoi faire, surtout dans cette situation absolument désespérée, et dans quelle mesure on doit trahir ses principes ou non, et jusqu'où on peut aller en fait pour tenir ses principes. J'ai trouvé cet épisode incroyable. Et l'épisode juste après, l'épisode 6, qui refocalise sur Amanda, qui m'a bouleversée, il était déchirant. Et bon, toute la saison, en fait, je trouve que tous les épisodes, t'as juste envie de voir la suite. Elle est très binge-watchable. Moi, je pense que j'avais besoin de la voir juste un épisode par semaine parce qu'elle était dure à encaisser. Mais en soi, elle se binge-watch de ouf parce qu'en fait, t'as trop envie de savoir ce qui va se passer et t'as vraiment besoin de voir jusqu'où l'histoire va aller et comment elle va se sortir de cette histoire en fait. Bref, vous l'aurez compris, le tout est hyper bien réalisé, la narration marche trop bien. Ce côté hyper subjectif happe vraiment énormément et ça marche de fou. Il y a aussi des très très belles scènes dans l'aspect plus positif qui font vraiment du bien. Le tout est hyper révoltant et c'est tellement fort émotionnellement, vraiment c'était incroyable. Vraiment t'es jeté dans tous les sens dans cette série et t'as besoin de comprendre ce qui va se passer et d'aller au bout de cette histoire et de savoir que c'est une histoire vraie, vraiment ça rend d'autant plus fou et ça te prend vraiment aux tripes. C'était vraiment incroyable, j'ai trop aimé. Elle est passée à la trappe à tort, je la trouve excellente. Foncez, ne la ratez pas. Voilà. Et voilà, c'est fini pour ce top 10 des meilleures séries de 2025. Dites-moi en commentaire celles que vous avez vues, celles qui vous ont plu, celles qui ne sont pas dans ce top mais que vous avez adoré. Dites-moi celles que vous avez détestées aussi, ça m'intéresse. Et aussi s'il y en a qui vous font de l'œil dans ce top. 2026, ça a commencé et avec elle, beaucoup de sorties séries qui arrivent. Je pense surtout aux séries déjà en cours et donc on va avoir pas mal de suites. J'ai ma petite liste que je vous ai faite. C'est parti. En 2026, on va avoir la saison 2 de Dark Matter sur Apple TV qui était vraiment très bien. La saison 2 de Paradise, dont la première saison était sortie cette année. On va avoir la saison 2 du Problème à 3 corps, enfin normalement. On a enfin la sortie de A Night of the Seven Kingdoms qui est un des spin-offs de Game of Thrones. On a la suite de House of the Dragon cet été normalement. On va avoir un remake, non pas un remake, une suite de Malcolm. En avril je crois, à vérifier. 10% va avoir son film cette année. On a aussi From saison 4 qui va arriver je pense cet été ou à la rentrée, mais rien n'a été encore annoncé. On a Fallout saison 2 en ce moment, qui a commencé à sortir fin décembre et dont personne ne parle. Je pense qu'il y a eu beaucoup trop de sorties en même temps, ou juste la fin d'année qui a fait que ça a un peu étouffé. Donc voilà, ne la ratez pas, elle est sur Prime en ce moment. On va aussi avoir la saison 3 de Euphoria en avril, Les Testaments, donc le sequel de La Servante écarlate en avril aussi. On va avoir bien évidemment la suite de Silo, il n'y a pas encore de date d'annoncer. J'ai envie d'espérer pour le printemps, mais rien n'est sûr. On a Hijack qui nous propose une saison 2 qui sort en ce moment, je crois. Et du côté des animés, on a aussi toute une ribambelle de sorties, particulièrement en janvier. On a la saison 2 de Frieren en ce moment. On a Hell's Paradise, on a Oshinoko, on a Jujutsu Kaisen saison 3. Et on a aussi la suite de Made in Abyss qui va être adaptée en film. Voilà, ça fait beaucoup de sorties et beaucoup de choses. Et tout ça sans parler des nouvelles sorties qu'on va attendre et surtout de nouveaux annoncements qu'on n'a pas encore maintenant. Pour info, je ferai pas de vidéo animée cette année. J'en ai regardé très peu et j'avais envie de calmer un petit peu le jeu. Et puis surtout, j'avais plutôt envie de me concentrer sur des animés qui étaient sortis les années d'avant et pas forcément de suivre les sorties. Donc voilà, pas de vidéo animée cette année. Mais si vous en avez vu cette année qui était vraiment marquant et qu'il faut pas que je rate, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche pour avoir mes notifications. Et puis, je vous souhaite une bonne année 2026 et je vous fais des bisous. À très vite. Bisous!